Bonsoir à tous. Pour cette dernière rencontre qui clôt une série de cours sur les hominines pliopléistocènes d'Afrique, j'ai voulu terminer avec un cours sur les origines du genre Homo, ou plus exactement comment le genre Homo, les hommes véritables, entre guillemets, s'insère dans ces nombreuses formes, espèces que nous avons explorées en Afrique de l'Est, en Afrique du Sud, en Afrique centrale aussi. Je suis sûr que vous avez tous déjà vu cette fresque que l'on doit à un artiste autrichien qui s'appelait Rudolf Zallinger. Et cette marche des hominines, en fait, était un dépliant dans un ouvrage de la collection Time Life qui s'appelait Early Man et qui a fait le bonheur de mon adolescence et de beaucoup d'autres adolescents, je pense. Depuis, elle a été reprise de très nombreuses fois, modifiée, pastichée. C'est vraiment devenu une représentation iconique non seulement de l'évolution humaine, mais des évolutions en général. Elle illustre en fait une conception qui prévalait encore au moment où elle a été dessinée, qui est une conception linéaire de l'évolution des hominides, une succession d'espèces qui avancent dans le temps vers une forme de perfection représentée par l'homme actuel qui se trouve complètement à droite. Et dans cette série, eh bien, évidemment, se place le passage entre des formes évoluées d'Australopithèque et puis le genre Homo, Homo erectus. Alors ici, dans cette fresque, ce passage se fait dans une espèce de saut de page. Et en fait, on passe directement des Australopithèques à Homo erectus. En fait, dès cette époque-là, il y avait un fossile qui jouait un rôle absolument central dans toute cette notion d'apparition du genre Homo. C'est l'espèce Homo habilis, qui a été décrite juste quelques années auparavant. Alors on en a déjà souvent parlé, ce premier Homo habilis, donc qui va jouer un rôle absolument central dans toutes ces discussions sur l'origine du genre Homo, c'est une série de fossiles qui a été mise au jour dans le site d'Olduvai, plus exactement dans le site FLK, du bed 1 d'Olduvai par Louis et Marie Leakey. En fait, c'est plus exactement un de leurs fils qui a découvert les premiers restes d'Homo habilis. Et donc, en 1964, juste avant que cette fresque de Zallinger ne soit dessinée, eh bien, Louis Leakey, Tobias et Napier publient dans la revue Nature la description de ces restes et créent ce terme d'Homo habilis. Et ce terme d'Homo habilis, il est proposé pourquoi ? Eh bien parce que ces restes se distinguent très nettement de tout ce qu'on connaissait à l'époque comme Australopithèque. Alors, l'accent est mis dans l'article de ces auteurs sur la capacité crânienne qui est nettement au-dessus de ce qu'on trouve chez les Australopithèques. Donc on est, d'après ces auteurs, proche un peu au-dessus même de 600 cm3. Et puis il y a des caractères mandibulaires, dentaires, notamment une réduction de la denture postcanine, une réduction de la taille de la mandibule par rapport aux Australopithèques, et puis d'autres caractères qui sont des caractères que l'on trouve sur le squelette postcrânien, en particulier des caractères des os de la main qui suggèrent des capacités de manipulation assez élevées, des caractères qui vont être ensuite décrits sur le pied
et qui suggèrent qu'on a une bipédie vraiment très avancée. Et puis surtout, dans l'esprit de ces auteurs, il y a aussi le fait que dans ce site FLK, ce bed 1, on trouve des outils de pierre taillée. Et non seulement des outils de pierre taillée, mais des ossements qui ont été brisés, portent des traces de coupures, et donc une activité de boucherie, donc on suppose de chasse. Et c'est bien cette idée d'un homme habile de ses mains et capable de fabriquer des outils, qui est à l'origine du terme Homo habilis. Et donc, à cette époque, on associe très clairement cette notion de fabrication d'outils avec la notion d'homme véritable. Vous vous souvenez néanmoins que Raymond Dart avait, lui, déjà eu cette idée à propos des australopithèques de Makapansgat, puisqu'il imaginait que ces australopithèques utilisaient des dents, des os, des cornes pour fabriquer des armes, des outils. Ce n'était pas vraiment de la fabrication, c'était plutôt la mise à profit de la forme naturelle de ces objets. Là, on a bien la fabrication d'outils. Et je vous rappelle aussi, puisqu'on l'a déjà évoqué, que dans ce niveau, c'est d'abord un australopithèque robuste, Paranthropus boisei, qui à l'époque a été baptisé Zinjanthropus, qui avait été découvert et à qui Leakey, dans un premier temps, attribuait cette fabrication d'outils. Mais avec les restes d'Homo habilis, là, on a eu quelque chose de beaucoup plus convaincant comme humain très ancien. Donc cette notion d'Homo habilis qui joue un rôle central dans la transition entre les australopithèques et les représentants du genre Homo, enfin les hommes véritables, cette notion, elle va se heurter dès l'époque à un problème de définition du genre Homo. Parce qu'en fait, pour faire rentrer Homo habilis dans le genre Homo, Leakey et ses co-auteurs ont en fait modifié la définition sur laquelle la plupart des paléanthropologues de l'époque s'accordaient pour définir ce qu'était un homme. Et en particulier, il y avait un paléanthropologue écossais qui s'appelait Sir Arthur Keith, qui avait proposé dans l'après-guerre déjà une notion qui était une notion de capacité crânienne limite pour définir ce qu'était un homme, et il avait proposé un Rubicon cérébral, c'est comme ça qu'il l'avait appelé, autour de 750 cm3. Et donc là, avec Homo habilis, même si on est très au-dessus de ce qu'on a chez les australopithèques, on est quand même en dessous de cette limite qui avait été proposée par Keith. Et donc dès la publication de cet Homo habilis, eh bien, il y a eu des débats, il n'a pas été très très bien accepté par tout le monde, je dirais. Et puis, en fait, ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui, c'est que ce débat sur les limites du genre Homo, comment est-ce qu'on doit définir le genre Homo, quels sont les fossiles qu'on peut faire rentrer dans le genre Homo, eh bien, c'est un débat qui ne s'est jamais arrêté. Et qui ne s'est jamais arrêté pas seulement à propos des fossiles qu'on attribue à Homo habilis, mais, vous allez le voir, d'une façon générale, à de nombreux spécimens découverts en Afrique et qui se trouvent à la transition entre le monde des australopithèques et puis les représentants du genre Homo, acceptés par tous. Et évidemment, vous voyez que, en plus de cette discussion sur les caractères qui doivent définir un homme véritable, s'est ajouté au cours du temps un autre problème qui est en fait la multiplication des espèces d'australopithèques en bleu sur ce schéma, et puis aussi une floraison à côté d'Homo habilis d'autres espèces du genre Homo
plus ou moins anciennes, pour certaines contemporaines ou immédiatement postérieures à Homo habilis. Et donc, on a d'un côté, j'allais dire, plus de candidats à l'origine du genre Homo, et puis à côté d'Homo habilis, on a vu apparaître d'autres candidats potentiels pour assurer la transition vers des formes plus tardives. Alors, quels sont ces fossiles qu'on a attribués au genre Homo? Vous voyez qu'en Afrique, on en a quand même un certain nombre qui ont été découverts. Et là, je n'ai fait la liste que des spécimens qui sont les plus complets. J'ai listé des restes crâniens et mandibulaires, mais à cela s'ajouteraient des dents isolées et puis des restes postcrâniens aussi, qui ont été attribués à ces formes anciennes du genre Homo. Alors il y en a beaucoup au Kenya, en particulier la région nord-est du lac Turkana a livré énormément de fossiles. On en a évidemment en Tanzanie, à Olduvai, après la découverte d'OH7, ce premier Homo habilis, on en a trouvé d'autres, vous voyez, 13, 16, 24, 62, 65, etc. Donc on a toute une série de fossiles à Olduvai. On a des fossiles qui ont été découverts en Éthiopie, alors en moins grand nombre, mais on en a quelques-uns. Et puis aussi, plus au sud, vous allez voir que près du lac Malawi, c'est-à-dire vraiment à l'extrémité sud de la rive Vallée, on a au moins une mandibule qu'on a considérée parfois comme pouvant entrer dans cette boîte des Homo anciens. Et puis en Afrique du Sud, dans les sites, dans ces karstes où on trouve notamment les australopithèques robustes, Paranthropus robustus, disons après 2 millions d'années, eh bien, on a un certain nombre de fossiles qui ont été eux aussi rapprochés avec plus ou moins d'arguments valables du genre Homo. Donc, toute une variété de fossiles. Et ce que je voudrais pour commencer, c'est peut-être les prendre par ordre chronologique, des plus anciens vers les formes les plus récentes, pour vous donner un panorama de ce qui a été découvert et en discutant un petit peu des raisons pour lesquelles on les a rapprochés du genre Homo. Alors, le plus ancien de ces fossiles, c'est un fossile qui a été découvert assez récemment et décrit seulement en 2015, donc quelque chose de tout à fait nouveau dans le paysage paléoanthropologique. C'est une mandibule qui vient d'une zone de l'Afar qu'on appelle l'Edi-Geraru, où des collègues américains travaillent. Et donc, on est dans des niveaux qui sont autour de 2,8 millions. Donc, c'est très ancien. Et dans ces niveaux de l'Edi-Geraru, de 2,8 millions, eh bien, on a trouvé cette mandibule qui présente un certain nombre de caractères qui la différencie des australopithèques. Alors, évidemment, certains de ces caractères peuvent être considérés comme des caractères dérivés qui la rapprochent des hommes véritables plus tardifs. C'est un point qui est relativement discuté. Ce qui est clair, c'est qu'il y a un certain nombre de traits sur cette mandibule qui la séparent des australopithèques, et on serait bien en peine de la faire rentrer au sein des australopithèques, en particulier Australopithecus afarensis, qu'on connaît dans la même région à des dates pas très éloignées de 2,8 millions. Alors, ces caractères sont des caractères dentaires, des caractères qui intéressent aussi les proportions, la morphologie de l'os, de la mandibule. Alors peut-être parmi les caractères les plus remarquables, il y a la forme de la première prémolaire, la P3. Vous vous souvenez que cette P3, on en a beaucoup parlé depuis le début de ce cours, puisque c'est le complexe canine supérieur P3 inférieur, c'est un
binôme qui différencie clairement les hominines des autres hominoïdes, des grands singes. C'est-à-dire chez les grands singes, on a une canine supérieure qui est très développée et une P3 qui est allongée mésiodistalement et qui sert de déguisoire en fait à cette canine. Et puis quand on va arriver chez les hominines, il y a une réduction très forte des canines, même si elles restent encore plus pointues et plus saillantes que ce qu'elles sont chez les hommes actuels. Et la P3 va perdre ce caractère de déguisoire. Elle l'a perdu déjà chez les australopithèques, mais chez Australopithecus afarensis, eh bien, elle a toujours quand même une forme un petit peu, j'allais dire, déportée, qui a un souvenir de cette fonction de déguisoire, alors que cette P3 de Laedigeraru, c'est une couronne dentaire qui est symétrique et qui a une morphologie très humaine. Ensuite, on a des caractères des dents, des molaires, des dents postcanines en général, mais des molaires en particulier, qui ont une morphologie qui est assez différente de ce qu'on trouve chez les australopithèques, avec des cuspides supplémentaires, et puis aussi une usure qui est moins marquée que celle qu'on trouve sur les prémolaires, alors que c'est plutôt l'inverse qu'on trouve chez Australopithecus afarensis. Il y a aussi le contour de ces couronnes dentaires, qui est un contour moins carré que celui qu'on trouve chez les australopithèques. Vous vous souvenez que les australopithèques, d'une façon générale, ont quand même des dents postcanines très développées. Puis enfin, en ce qui concerne la mandibule elle-même, il y a des caractères notamment du corps mandibulaire qui a une hauteur constante, et puis de la branche montante qui se trouve dans une position relativement reculée. Tout ça éloigne cette mandibule de ce qu'on trouve chez les australopithèques, Australopithecus afarensis. Alors évidemment, on n'a pas de crâne, on ne connaît pas la capacité crânienne, on n'a pas de squelette postcrânien. Si je devais parier, je dirais qu'il y a fort à parier que cette mandibule a appartenu à une créature qui devait quand même beaucoup ressembler à un australopithèque, même si elle avait déjà des caractères dentaires, des caractères du système masticateur qui étaient distincts. Ce qui est très intéressant aussi à propos de ce site de Laedigeraru, c'est que non loin de l'endroit où cette mandibule a été trouvée, on a un site archéologique qui date de la même époque, on est toujours autour de 2,8 millions, et ce site archéologique qui contient à la fois des ossements et des outils en pierre, vous en avez ici quelques exemples, eh bien, en fait, est aujourd'hui le plus ancien site en Afrique de l'Est qui a livré des industries oldowayennes. Alors, je vous rappelle qu'il y a des outils plus anciens, hein, mais ces industries oldowayennes, eh bien, l'exemple le plus ancien qu'on a, eh bien, il date justement de cette date-là. Donc évidemment, là encore, on peut être tenté de faire un rapprochement avec la présence de cette forme particulière d'hominine. Alors si on avance dans le temps, après cette mandibule, si je peux dire, on a quand même des restes qui sont très fragmentaires, des dents isolées. Là, je vous en montre un exemple qui provient de l'ouest du lac Turkana au Kenya. Alors on a avancé un petit peu dans le temps, on est autour de 2,4 millions, 2,3 millions. C'est une dent isolée, ça n'est pas une dent d'Australopithèque et on l'attribue au genre Homo. On a des dents isolées comme ça aussi dans les formations de la vallée de l'Omo, à peu près du même âge, qui semblent représenter le genre Homo, mais rien de très spectaculaire. On a aussi toujours vers 2,4 millions, un temporal, alors très fragmentaire, qui a été découvert il y a longtemps. On n'a pas su trop quoi en faire pendant très longtemps. Et puis, plus récemment, au début des années 2000, on a repris ce fossile en le comparant à du matériel nouveau qui avait été trouvé. Et on a tendance aujourd'hui à le considérer comme un représentant du genre Homo. Alors, tous ces fossiles dont je vous parle jusqu'à présent ne sont pas attribués à une espèce particulière du genre Homo, parce que, dans le fond, ils sont trop fragmentaires pour qu'on puisse vraiment
les rapprocher, par exemple, de façon certaine d'Homo habilis. Donc on les appelle Homo SP, Homo indéterminé. Le premier fossile qui va être attribué, alors, avec beaucoup de précautions, à Homo habilis après toute cette série, c'est un fossile qui vient de Hadar, en Éthiopie. On est à 2,3 millions. Et là, il s'agit d'un fossile quand même qui est assez complet, c'est un maxillaire. Et vous voyez que ce maxillaire, il a une allure très humaine. D'abord, une forme de l'arcade dentaire qui est une forme parabolique, hein, avec des proportions dentaires, en particulier le développement de la denture antérieure, et puis aussi les proportions et la morphologie des dents postcanines. Tout ça, c'est très humain. Ça ressemble en fait pas mal à un palais et des dents de ce qu'on pourrait trouver même chez un Homo erectus ancien, ce qu'on appelle un Homo ergaster en Afrique. Alors quand on se rapproche de 2 millions d'années, quand on passe 2 millions d'années, là on va avoir des fossiles beaucoup plus complets, et en particulier on a des spécimens qui viennent de la région du lac Turkana au Kenya. Dans les années 1970, il y a eu cette grande expédition dans cette région-là, avec des efforts qui se sont poursuivis jusqu'à nos jours, hein, et qui ont produit des découvertes absolument extraordinaires avec des fossiles très complets et plusieurs spécimens qui sont attribués au genre Homo. Alors on a graduellement eu tendance à distinguer au sein de ces fossiles deux formes. Alors, il y a beaucoup de discussions pour savoir si ces deux formes représentent. On a parlé des mâles et des femelles, hein, évidemment, mais on a tendance aujourd'hui plutôt à avoir des espèces différentes, mais il y a un certain nombre d'auteurs qui pensent que tout ça, c'est de la variabilité individuelle au sein d'une espèce qui serait Homo habilis. Alors, on a des formes qui sont des formes relativement de petite taille, avec un crâne arrondi, des capacités crâniennes qui sont assez faibles. Par exemple, ce crâne 1813, eh bien, il a une capacité crânienne de seulement 510 cm3. Donc on est juste à la limite supérieure de ce qu'on trouverait chez un australopithèque. On est très loin des valeurs qu'avaient proposées Liké et ses co-auteurs pour les restes d'OH7 à Olduvai. Mais enfin, des caractères, en particulier des caractères dentaires, des caractères de la face qui, dans le fond, collent assez bien avec l'idée qu'on s'est fait longtemps de cet Homo habilis. Mais on a à côté de ça des formes beaucoup plus robustes, de plus grande taille, et probablement le fossile le mieux conservé dans cette catégorie, c'est ce crâne 1470, donc on est juste après 2 millions d'années. Alors c'est un crâne qui est nettement plus grand que le précédent. C'est un crâne qui a une capacité crânienne de 750 cm3. Et la différence qu'il a, surtout avec le crâne précédent, mis à part la taille, sont des caractères de la face et des caractères du système masticateur. On a une face qui est relativement aplatie, vous voyez, avec des arcades zygomatiques, des insertions des masséters qui sont relativement avancées, donc une face plate qui, par certains aspects, évoque un peu des choses qu'on a vues chez les australopithèques robustes. Et lorsqu'on a des dents associées à ces fossiles, eh bien, sont des dentures qui sont assez puissantes, et en particulier la denture postcanine. Comme je vous l'ai dit, on s'est beaucoup bagarré pour savoir si 1813 et 1470 n'étaient pas les deux extrêmes de la variation au sein d'Homo habilis, mais il y a un certain nombre d'auteurs très influents qui ont utilisé le terme d'Homo rudolfensis pour cette seconde forme, et cette notion d'une autre espèce du genre Homo rudolfensis qui aurait évolué
à côté d'Homo habilis, eh bien, a pris, j'allais dire, plus de force avec la description de fossiles nouveaux, et en particulier des fossiles qui ont été décrits en 2012. Alors ça vient toujours de la région du lac Turkana, et on a une mandibule, on a une face fragmentaire sur lesquels on retrouve ces caractères d'arcade dentaire un peu raccourcie, de face aplatie, de grande robustesse qu'on trouvait déjà chez 1470. Donc ces fossiles-là, dans le fond, reproduisent toujours cette même morphologie. Et vous allez voir que c'est quelque chose qui est assez différent de ce qu'on peut trouver chez Homo habilis tel qu'il est, tel qu'il a été décrit. Alors, je continue cette exploration, je descends vers le sud. Je vous ai dit, dans la région du lac Malawi, on a des découvertes qui ont été faites. Alors, dans cette région-là, on a des australopithèques robustes qui ont été trouvés, mais on a cette mandibule, qui est une mandibule très robuste, avec une denture puissante, une denture postcanine puissante, et qui, elle, a été aussi rapprochée de ces Homo rudolfensis qu'on trouve au Kenya. Alors ce fossile du lac Malawi, il a un âge un peu plus élevé que les fossiles kenyans. On est autour de 2,4 millions, 2,3 millions, 2,5 millions. Donc si c'est bien un Homo rudolfensis, c'est probablement le plus ancien Homo rudolfensis que l'on connaisse. Enfin, pour terminer ce tour d'horizon rapide des formes les plus anciennes du genre Homo que l'on ait reconnues, les fossiles qui viennent des sites sud-africains. Et donc on a surtout à Swartkrans, mais c'est aussi le cas dans d'autres sites sud-africains, Drimolen en particulier, on a des fossiles qui sont attribués au genre Homo et qui morphologiquement semblent se différencier très clairement des australopithèques et surtout des paranthropes, des australopithèques robustes qu'on trouve dans ces sites sud-africains après 2 millions d'années. Probablement le plus célèbre de ces fossiles, c'est ce crâne de Swartkrans numéroté 847. Alors c'est un crâne, c'est une face, une base de crâne qui ont été rapprochés du genre Homo, surtout en raison des caractères de la face, qui sont des caractères quand même très différents de ce qu'on trouve alors, chez les paranthropes certainement, mais même aussi chez les Australopithecus africanus. Alors, il y a beaucoup de discussions pour savoir comment il faut appeler ce fossile. On l'a appelé Homo habilis, mais certains ont, peut-être influencés aussi par son âge, ont pensé que c'était plutôt un représentant d'une forme plus tardive du genre Homo, et on a pensé à Homo ergaster, qui est la version ancienne africaine d'Homo erectus. Et puis il y a un chercheur qui s'appelle Darren Curnow, qui en 2010 a même proposé la création d'une espèce particulière pour ces formes anciennes du genre Homo en Afrique du Sud, une espèce Gotingensis, qui serait la version sud-africaine d'Homo habilis. Alors ce qui est important à comprendre quand on considère toutes ces formes, vous avez vu qu'on couvre quand même un espace de temps assez important, puisqu'on a démarré à 2,8 millions avec la mandibule de Ledi-Guerrarou, et puis on arrive vers 1,5 million d'années pratiquement, avec les formes les plus tardives. Ce qui est important à comprendre, c'est qu'en fait, toutes ces formes ont existé non pas l'une après l'autre, mais en fait parallèlement les unes aux autres. Et en particulier en Afrique de l'Est, on a bien établi maintenant que les Homo habilis, les Homo rudolfensis et même les formes que l'on attribue à Homo erectus, en fait, sont toutes représentées
dans une tranche de temps qui est assez large, hein, puisqu'on démarre autour de 2,4 millions, 2,3 millions, jusque vers 1,5 million d'années. Et dans cette tranche de temps-là, eh bien, on peut trouver pratiquement n'importe laquelle de ces espèces, et en particulier Homo habilis, qu'on a regardé longtemps comme, encore une fois, une sorte de chaînon manquant entre les australopithèques et puis Homo erectus, eh bien, on a des Homo habilis à 1,4 million, hein, enfin un peu plus d'1,4 million, donc longtemps après l'apparition des premiers Homo erectus. Du point de vue morphologique, évidemment, il y a beaucoup de discussions, comme je vous l'ai dit, pour savoir quels sont les critères qu'on va utiliser pour définir le genre Homo. J'ai évoqué déjà la capacité crânienne, et le fait est que, en fait, quand on regarde ce que l'on a chez les australopithèques, eh bien, on a déjà une augmentation de la capacité crânienne par rapport à ce qu'on connaissait chez les grands singes africains. Et donc, de ce point de vue-là, en fait, quand on regarde les capacités crâniennes chez les australopithèques, chez les représentants les plus anciens du genre Homo, puis chez Homo erectus, vous voyez qu'on a un continuum de valeurs. Là, elles sont représentées sur une échelle à la fois de volume en vertical et puis une échelle de temps horizontale. Donc vous voyez qu'on démarre autour de 3 millions d'années avec des valeurs chez les australopithèques qui sont autour de 460 cm3 en moyenne, et puis on va aller vers des valeurs de plus en plus élevées avec des recouvrements. Et donc il est assez difficile de voir une sorte de saut qualitatif entre les australopithèques et puis ce qu'on va appeler le genre Homo. Et donc cette histoire de capacité crânienne, non seulement probablement il n'y a pas de Rubicon cérébral comme le pensait Keith, mais c'est peut-être un caractère à utiliser avec prudence, parce que s'il y a une augmentation régulière, en même temps, il y a cette continuité de l'évolution. Et on va trouver comme ça toute une série de caractères qui sont couramment utilisés comme des caractères qui semblent être des critères naturels pour délimiter ce qu'on va appeler des hommes, mais qu'en fait, on trouve aussi chez les australopithèques quand on gratte un petit peu. Autre exemple, la bipédie. Alors la bipédie, déjà la bipédie est quelque chose qu'on a, mis en avant de façon forte pour définir les hominines par rapport aux hominoïdes qui n'étaient pas des hominines. Mais vous vous souvenez quand même que les formes les plus anciennes d'hominines ont des bipédies qui sont parfois discutées ou discutables et qui en tout cas ne sont pas des bipédies comparables à celles de l'homme actuel. Donc il y a une évolution de la bipédie et les australopithèques, eh bien, ma foi, ils s'insèrent dans cette évolution-là. Et même s'ils n'ont pas des caractères de bipédie identiques à celles des hommes modernes, eh bien, ils ont une bipédie, une adaptation à la marche qui est tout à fait efficace. Et évidemment, il y a cet exemple tout à fait remarquable des empreintes de pas de Laetoli. Et on va voir d'ailleurs chez certains australopithèques les plus tardifs, les plus récents, et je prends par exemple ces australopithèques de Malapa en Afrique du Sud qui sont juste après 2 millions d'années, que beaucoup considèrent comme, alors on leur a donné un nom d'espèce, Australopithecus sediba, mais beaucoup les regardent comme en fait une espèce de prolongement évolutif des Australopithecus africanus dans cette région d'Afrique. Donc qui aurait une lignée qui aurait coexisté à côté des Australopithèques robustes, des paranthropes, et puis des premiers représentants du genre Homo, donc avec un petit recouvrement de toutes ces formes autour de 2 millions d'années. Eh bien, on a là une morphologie en particulier du bassin chez ces formes de Malapa, qui est une morphologie du bassin assez différente de celle qu'on a chez les australopithèques les plus anciens. Sur cette diapositive, vous avez au milieu, à droite, au milieu, le bassin
de Lucie, le bassin d'un Australopithecus afarensis, et puis de chaque côté, ces bassins de Malapa, et vous voyez que c'est des bassins qui sont beaucoup plus humains que le bassin d'Australopithecus afarensis. Et donc on a j'allais dire une évolution vers peut-être une forme de bipédie particulière chez ces formes d'Australopithèques graciles relativement tardives. Autre caractéristique qu'on avait mis en avant pour définir Homo habilis, la main, la capacité à la manipulation. Eh bien, quand on a commencé à trouver des restes d'Australopithèques de différentes espèces et qu'on a eu des mains relativement bien représentées, on s'est rendu compte que ces mains d'Australopithèques, effectivement, elles avaient des traits particuliers, des traits qui évoquaient les grands singes, en particulier la courbure des phalanges, mais en même temps, là encore, on a quand même des mains qui sont très différentes de ce qu'on trouve chez les grands singes. Et voici encore à nouveau Australopithecus sediba de Malapa, avec une main complète qui a pu être constituée. Et sur cette main, on a notamment un pouce, qui est un pouce allongé, comme le pouce d'une main humaine, et c'est un pouce qui est opposable aux autres doigts pour permettre la manipulation d'objets. Donc ce caractère d'homme, entre guillemets, habile, peut-être qu'il existe déjà chez ces australopithèques, d'autant plus qu'on connaît des outillages qui ne peuvent pas être attribués au genre Homo. Alors à droite, ces outils de Lomekwi qu'on a déjà évoqués plusieurs fois, autour de 3,3 millions. Donc on est bien obligé de les attribuer soit à des australopithèques, soit à ce kénionthrope, cette forme très curieuse qui a été découverte à l'ouest Turkana. En tout cas, on voit bien que la production d'outils en pierre taillée, ce n'est pas quelque chose qui est exclusif du genre Homo. À Dikika, on a des traces d'activité sur les os. Alors, les outils de pierre de Lomekwi, personne ne les dit. On discute leur âge, mais personne ne discute leur nature intentionnelle. Les traces de découpe sur les os de Dikika, bon, certains pensent que ce sont les crocodiles qui les ont faites, mais ces traces ont un âge qui est comparable à celui des outils de pierre de Lomekwi. Et puis enfin, je vous rappelle qu'on a aussi des outils en os. On pense qu'ils servent à démolir des termitières. En tout cas, c'est l'interprétation qu'on en donne en se fondant sur des données expérimentales. Et ces outils en os, on les trouve dans des sites où on trouve beaucoup d'Australopithèques robustes. On trouve aussi des représentants du genre Homo. Mais vous voyez que même avec les outils, la frontière, c'est un peu comme avec la capacité crânienne, la frontière n'est pas très tranchée entre le monde des Australopithèques et le monde des premiers représentants du genre Homo. Alors, on a d'autres indices de ce caractère un peu flou de la limite entre ces deux ensembles. Je vous donne un autre exemple. Je vous ai parlé déjà tout à l'heure de cette mandibule qui a été découverte près du lac Malawi, qu'on considère généralement comme une mandibule d'une sorte d'Homo rudolfensis très ancien, autour de 2,3 millions. Récemment, Clément Zanoli a repris l'étude de la topographie du joint émail-dentine dans les dents de ce fossile du lac Malawi, UR 501. Et donc, dans cette étude, ce que Zanoli a montré, c'est que, en fait, quand on regarde la topographie de ces dents, en haut, vous avez UR 501 comparé à Australopithecus, Paranthropus et Homo erectus. Et en dessous, vous avez une analyse en composante principale de la distribution de repères topographiques sur cette surface. Vous voyez que UR 501
pour la première molaire comme pour la deuxième molaire, eh bien, dans le fond, se rapproche surtout du genre Australopithecus plus que de quoi que ce soit d'autre. En tout cas, n'est pas si proche que ça des premiers représentants du genre Homo que l'on connaît. Alors, ça peut peut-être s'expliquer par le caractère ancien de ce fossile, hein, le fait qu'on est peut-être au départ de cette lignée qui mène à Homo rudolfensis, mais en tout cas, vous voyez que la frontière n'est pas très très nette. Autre exemple qui a été souvent évoqué, c'est les proportions des membres. Donc vous vous souvenez que les australopithèques ont des proportions des membres qui, par certains aspects, évoquent un peu les grands singes, en particulier avec un membre supérieur qui est nettement plus long en proportion de la taille du corps et du membre inférieur que ce qu'on trouve chez les hommes. Et on n'a pas beaucoup de squelettes d'Homo habilis ni de premiers Homo en général. Vous voyez ici les deux spécimens que l'on considère comme probablement des squelettes d'Homo habilis. Ce sont des fossiles très 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 fragmentaires. Alors je ne parlerai pas d'Astrodolphe 3735 à droite, mais vous voyez que pour un des fossiles d'Olduvai, OH62, on a quand même, alors beaucoup de fragments, mais on a quand même des os longs du membre supérieur et puis un bout de fémur assez conséquent. Et en fait, quand on essaie de reconstituer les proportions corporelles de cet Homo habilis, eh bien, on se rend compte que ce sont des proportions corporelles qui sont relativement primitives, hein, qui évoquent au moins les australopithèques, j'allais dire peut-être pire même. C'est-à-dire que ce membre supérieur a l'air quand même très très long, et donc on est assez éloigné de l'idée qu'on se fait d'un homme et des proportions corporelles d'un homme. Autre exemple, il y a une publication récente qui est sortie qui analyse, qui essaie de reconstituer le comportement locomoteur d'hominine du site de Sterkfontein en regardant la densité osseuse, la répartition de la densité osseuse sous la surface de la tête du fémur. Alors ce qu'on observe, c'est que quand on compare des têtes de fémur de grands singes qui grimpent aux arbres et à gauche, et puis des têtes de fémur d'hommes, eh bien, on a une distribution de ces densités osseuses qui est très différente. Pourquoi ? Eh bien, parce que chez les grands singes, l'articulation de la hanche, surtout pendant le grimper, fonctionne en flexion extrême, et on a une distribution, c'est ce qu'on voit en rouge sur ces figures, une distribution des points de densité maximum de l'os de part et d'autre de la tête du fémur, alors que chez les hommes où la jambe travaille en extension presque tout le temps, eh bien c'est simplement un des côtés de la tête du fémur qui présente cette densité osseuse plus élevée sous la surface articulaire. Alors quand on regarde ce qui se passe chez des fossiles de Sterkfontein qui viennent du membre 4 et du membre 5, alors je vous rappelle que le membre 4 de Sterkfontein, c'est entre 2,6 millions et 2,1 millions à peu près. Donc on a ici un fossile qui est STW 522. Ce fossile montre une distribution des densités osseuses qui évoque ce qu'on trouve chez l'homme. Et donc on a, dès cette époque-là, c'est probablement un australopithèque, hein, mais on a dès cette époque-là une forme de bipédie qui est relativement bien affirmée et qui s'exprime dans cette distribution des densités osseuses. Mais ce que cette étude a montré, qui a beaucoup étonné, c'est qu'un fossile plus récent, donc du membre 5, après 2 millions d'années, entre 2 millions d'années et 1,8 million, eh bien, lui semble montrer une persistance
de cette activité de grimper qu'on trouve chez les grands singes. Alors, dans ce membre 5, on a des australopithèques robustes et des représentants du genre Homo. Alors, évidemment, on ne peut pas savoir si c'est un représentant de ces derniers australopithèques, enfin de ces australopithèques robustes plutôt, ou si c'est un représentant du genre Homo qui présente ces caractères, mais le fait est que si on rapproche ça de ce que je vous ai montré tout à l'heure sur les proportions corporelles d'Homo habilis, on ne peut pas complètement exclure la possibilité que ces représentants du genre Homo, finalement très anciens, pouvaient pratiquer le grimper. Alors le grimper, ce n'est pas forcément les arbres, ça peut être le grimper dans des karsts, dans des cavités, quelque chose d'un petit peu particulier. Mais en tout cas, encore une fois, ça nous montre qu'assez tardivement, c'est maintenu, c'est des comportements qui sont un petit peu différents de ceux qu'on attend chez ces hominines relativement tardifs. Et donc, toutes ces considérations ont fait que certains auteurs ont vraiment posé la question de savoir s'il fallait continuer. Vous voyez, on revient à la discussion qui a eu lieu au moment de la publication d'Homo habilis. Est-ce qu'il fallait bien conserver tous ces fossiles d'Homo très anciens dans le genre Homo, ou en fait, s'il ne fallait pas les considérer comme des formes d'Australopithèques? Et en particulier, en 1999, il y a deux auteurs, Mark Collard et Bernard Wood, qui ont publié un article où ils ont vraiment mis l'accent sur tous ces problèmes. Et dans cet article en particulier, ils ont utilisé une analyse cladistique de tout un tas de caractères. Alors, ils ont essayé de produire un cladogramme relativement consensuel en se fondant sur d'autres études. Et leur argument dans cet article, c'est qu'en fait, si on a bien dans les analyses cladistiques un groupement assez clair des premiers représentants du genre de l'espèce Homo erectus, ces Homo ergaster, des Homo erectus et des formes plus tardives du genre Homo, y compris l'homme actuel, eh bien, la situation d'Homo habilis et d'Homo rudolfensis n'est pas très claire, surtout si on prend en considération ces caractères postcrâniens comme les proportions des membres. Et donc, l'argument qui a été souvent répété par ces auteurs, et Bernard Wood est venu dans cet amphithéâtre même expliquer son point de vue sur la question il y a quelques années, en fait, d'après ces auteurs, il vaudrait peut-être mieux réserver le terme d'homo à des formes qui vraiment partagent un grand nombre de caractères. Il ne s'agit pas seulement de caractères morphologiques, il s'agit vraiment d'un modèle adaptatif qui est comparable à celui des hommes, et puis peut-être reléguer Homo habilis et Homo rudolfensis dans le genre Australopithecus. Et dans le fond, dans cette discussion, ce qui se fait jour, c'est un débat qui est un débat récurrent en paléanthropologie, une opposition entre l'exigence de monophylie, c'est-à-dire on va mettre dans un genre ou dans un groupe, d'une façon générale, un taxon, on va mettre un ancêtre commun et toute sa descendance, c'est ce qui est représenté à droite dans ce cladogramme. Et puis l'autre exigence, ce serait de ne mettre ensemble dans un genre que des formes qui répondent à la même stratégie adaptative. Et donc l'argument de Collard et Wood, c'est que dans le fond, il y a peut-être un ancêtre commun à Homo habilis, Homo rudolfensis et aux autres représentants du genre Homo. On va revenir à cette notion tout à l'heure. Mais en tout cas, en termes de stratégie adaptative, on a affaire à des choses très différentes, avec des systèmes masticateurs, une locomotion, enfin un mode de vie même probablement très très différent. Et récemment, Bernard Wood a ajouté à ces arguments-là des arguments qui sont des arguments fondés sur, dans le fond, l'écologie de ces formes, le genre notamment d'alimentation qu'elles peuvent extraire de leur environnement.
vous vous souvenez que cette divergence entre les australopithèques robustes et puis les formes qui vont évoluer vers le genre Homo, c'est quelque chose qu'on a déjà lié à la montée de l'aridité en Afrique à partir de... alors la montée de l'aridité, ça date depuis longtemps en Afrique, mais disons qu'il y a une accentuation de ce phénomène après 3 millions d'années. Et donc c'est le moment où on a ces formes qui commencent à s'orienter dans des directions un petit peu différentes. Alors quand on essaie de regarder dans le détail maintenant des fossiles à quoi ça correspond, eh bien on se rend compte que du point de vue de l'alimentation et notamment lorsqu'on utilise les isotopes du carbone pour essayer de reconstituer le type d'environnement qui est exploité par ces hominines anciens, on se rend compte qu'avant 2 millions d'années, des formes qu'on considère comme des australopithèques, ou en tout cas pas comme des représentants du genre Homo, couvrent un domaine d'environnement assez varié, hein, avec des environnements où il y a surtout des plantes dites en C3, hein, c'est-à-dire avec des arbres, des feuilles, des choses comme ça, et puis qui couvrent aussi des environnements beaucoup plus ouverts, de savanes, de prairies, hein, ce qu'on appelle les plantes en C4. Eh bien, à partir d'un certain moment, il semble qu'on a, dans cette divergence qu'on a déjà évoquée, ce que les biologistes appellent une partition de niche, c'est-à-dire que cette niche écologique qui est assez vaste, hein, assez diverse dans les ressources qui sont exploitées, va être partagée par, d'un côté, les formes robustes d'Australopithèques, alors là on parle de l'Afrique de l'Est, hein, les formes robustes d'Australopithèques en Afrique de l'Est qui se concentrent vraiment sur les milieux où les plantes en C4 dominent, donc des milieux très très ouverts, et puis les représentants du genre Homo qui, eux, continuent à évoluer dans des milieux un peu plus variés, en tout cas moins extrêmes que ceux qui sont exploités par les paranthropes. Et l'argument de Bernard Wood, c'est que ce passage, cette partition de niche, en fait, se produit seulement après 2 millions d'années et pas avant. Et donc c'est un argument pour, dans le fond, dire est-ce que les formes qui sont plus anciennes que 2 millions d'années, il faut vraiment les considérer comme des représentants du genre Homo, parce que finalement, elles ne sont ni morphologiquement, ni du point de vue écologique, quelque chose de comparable à ce qu'on a après 2 millions d'années. Et pour ces auteurs, en fait, c'est Homo ergaster, la forme la plus ancienne d'Homo erectus en Afrique, que c'est avec Homo ergaster que commence réellement le genre Homo, les hommes véritables. Alors ces Homo erectus africains, ils sont surtout bien représentés après 1,6 million d'années en Afrique de l'Est, mais on a des formes plus anciennes. Alors il y a un tout petit bout d'occipital qui est représenté en haut à gauche, qui est vraiment une chose qui ne parle que vraiment aux spécialistes, mais qui est un morceau d'os qui présente des caractères classiques d'Homo erectus, avec en particulier un bourrelet osseux transversal qu'on va trouver partout chez les Homo erectus en Afrique et ailleurs. Ce bout d'occipital, il est daté. Alors, il est daté assez mal. Il y a des discussions pour savoir si c'est vraiment son âge. En tout cas, s'il appartient bien au contexte géologique qu'on lui attribue. On n'est pas loin de 2 millions d'années. Hein. On est pratiquement à 1,9 million d'années. Et on a longtemps considéré ce fragment d'occipital comme l'Homo erectus le plus ancien que l'on avait. Et puis, récemment, on a découvert et décrit
à Drimolen en Afrique du Sud, donc ce site où on a trouvé des crânes de paranthropes magnifiquement conservés. Vous vous souvenez, Eurydice, hein, cette femelle paranthrope, et puis un crâne de paranthrope mâle qui a été décrit cette année. Eh bien, on a aussi cette année décrit une boîte crânienne qui est numérotée DNH134, qui vient de Drimolen, et qui est une boîte crânienne de très jeunes Homo erectus. Alors, elle est représentée ici à gauche, en bas. Vous voyez qu'elle n'a absolument aucune des caractéristiques que l'on s'attend à trouver chez un australopithèque. En fait, quand on prend cette boîte crânienne et qu'on l'ajuste en taille sur la boîte crânienne d'un autre Homo erectus très jeune qu'on connaît en Indonésie, qui est le fossile de Mojokerto, et on se rend compte que morphologiquement, c'est pratiquement la même chose. Et donc, on considère aujourd'hui que le plus ancien Homo erectus qu'on ait en Afrique, c'est ce petit crâne d'enfant qui est légèrement avant 2 millions d'années en Afrique du Sud. Cette date de 2 millions d'années, c'est une date qu'on a déjà évoquée. Et pourquoi ? Eh bien parce que, en fait, si avant 2 millions d'années, on a des outillages en pierre, si avant 2 millions d'années, on a des ossements avec des traces d'écrasement, de découpe, des choses comme ça, eh bien, en fait, c'est à partir de 2 millions d'années que ce genre de sites archéologiques vont devenir relativement communs et surtout très riches dans ce type d'objets. Et un des sites les plus spectaculaires de ce point de vue, c'est un site qui se trouve au Kenya, Kandjira Sud, qui a à peu près 2 millions d'années. Et dans ce site de Kandjira Sud, on trouve des restes de mammifères qui portent ces traces d'outils. Et là, on n'est pas en train de parler d'une poignée d'objets ici ou là avec quelques traces. Là, on parle de centaines d'ossements qui portent ce genre de marques. Donc, on a vraiment un développement de la prédation humaine de façon très, très spectaculaire. Et encore une fois, pour reprendre les arguments de Collard et de Wood, c'est vraiment le passage à une niche écologique complètement différente de celle des formes qui ont précédé. Autour de 2 millions d'années, on a aussi d'ailleurs quelque chose d'autre qui apparaît à côté de l'exploitation des grands mammifères ou des mammifères de taille moyenne de façon très intense, c'est l'exploitation des ressources aquatiques avec à l'est Turkana des sites où on trouve des restes de poissons-chats, de tortues, de petits crocodiles, de choses comme ça, qui ont été exploités par ces hommes. Donc vraiment quelque chose qui sort complètement du monde des australopithèques et même probablement de ce que l'on a attribué aux premiers représentants du genre Homo. Alors, donc, la philosophie de tout ça, c'est que d'abord, on a une transition qui n'est peut-être pas aussi brutale que ce qu'on a voulu imaginer, et puis surtout que beaucoup de formes que l'on a attribuées au genre Homo, parce que peut-être qu'elles sont, du point de vue phylogénétique, orientées dans cette direction, en fait, n'ont pas vraiment réalisé une adaptation humaine et un mode d'exploitation de l'environnement véritablement humain. Alors la question qui se pose maintenant, c'est de savoir, on a vu cette diversité des premiers représentants du genre Homo, la question qui se pose, c'est de savoir comment est-ce qu'on les enracine au sein des hominines plus anciens. Et là, il y a eu de nombreuses propositions qui ont été faites, certaines assez extrêmes. Et pour commencer, la proposition suivant laquelle, dans le fond,
tous ces australopithèques dont on parle depuis plusieurs semaines, eh bien, enfin, n'ont rien à voir avec l'origine du genre Homo. C'est-à-dire les Australopithecus afarensis, africanus, etc. C'est quelque chose qui a connu sa propre évolution. Et en fait, le genre Homo, c'est quelque chose qui s'enracine de façon, j'allais dire, à la fois lointaine dans le temps et indépendante de cette évolution des Australopithèques. Et Brigitte Senu et Martin Pickford, après la découverte d'Aurorine, vous vous souvenez, c'est une de ces trois espèces, un de ces trois genres d'hominines très anciens, eh bien, on proposait que Aurorine était un ancêtre, alors pas direct parce qu'on est à 6 millions d'années, hein, mais en tout cas représente, en particulier à cause de sa bipédie qui est relativement avancée, si je peux dire, humaine, eh bien, un point de branchement pour ce qui va donner le genre Homo beaucoup plus tard. Alors, évidemment, le problème de cette hypothèse-là, c'est que entre Aurorine et puis les formes dont on est sûr que c'est des représentants du genre Homo, en particulier ces Homo ergaster, ces Homo erectus anciens, on n'a pas beaucoup de fossiles pour tracer un pointillé. Mais il y a eu d'autres propositions de branchement des représentants du genre Homo en laissant de côté une partie au moins des Australopithèques. Et voilà un arbre qui a été proposé il y a quelques années qui met l'accent sur Platyops. Alors, vous vous souvenez, Platyops, c'est Kenyanthropus platyops. Alors ici, dans cet arbre, il est appelé Homo platyops. Et ce Kenyanthropus platyops, c'est une forme très mystérieuse. Hein. On a beaucoup de mal à l'interpréter. D'abord, on n'en a pas beaucoup. Ça vient de l'Ouest Turkana. Le crâne le plus complet qu'on a, il est extrêmement déformé, mais il a un certain nombre de caractères qui empêchent de le rattacher de façon, aisée aux Australopithèques qui sont plus ou moins contemporains. Et en particulier, il a des caractères de la face, du maxillaire, qui sont des caractères tout à fait originaux. C'est une face assez plate, orthognate, en particulier dans la région sous-nasale, avec encore une fois des arcades zygomatiques qui sont placées de façon assez antérieure. Et tout ça, ça évoque ce que je vous ai décrit sur Homo rudolfensis. Et donc on a pensé, enfin certains ont proposé que peut-être Kenyanthropus platyops, ou Homo platyops, c'était l'ancêtre de Rudolfensis. Platyops a des caractères relativement curieux. Alors, d'un côté, il a cet émail épais qu'on trouve chez d'autres hominines pliopléistocènes, mais il a par exemple des molaires qui sont relativement petites, donc une mosaïque de caractères assez particulière. Alors, bon, Aurorine, Platyops, bon, ça ce sont quand même des hypothèses qui ne font pas l'unanimité pour dire les choses de façon modérée. En fait, l'idée la plus répandue, c'est quand même que le genre Homo s'enracine au sein des Australopithèques, et c'est une idée qui est assez ancienne, qui est aussi ancienne que la découverte des Australopithèques, si je peux dire. Voilà un arbre phylogénétique que j'ai retrouvé dans une publication de 1980 de Philippe Tobias, ce célèbre paléanthropologue sud-africain. Et c'est un arbre phylogénétique qu'il a publié dans un article où il discutait les découvertes d'Australopithecus afarensis en Afrique de l'Est. Alors, Tobias, qui était un des co-auteurs qui avait décrit Homo habilis, Tobias pensait que Homo habilis, naturellement, se branchait, si je peux dire, au sein
des Australopithecus africanus, j'allais dire ces australopithèques à lui d'Afrique du Sud, et il pensait que, les formes est-africaines, c'était une variété d'Australopithecus africanus. Pour lui, afarensis, ça n'existait pas vraiment, c'était une variété d'Africanus est-africaine. Donc en fait, on pourrait très bien, dans ce schéma, remplacer Africanus, en tout cas sur une partie de son arbre, par afarensis. Je ne pense pas qu'on trahirait beaucoup sa pensée. Mais donc, il y a cette idée très ancienne qu'en fait, c'est au sein des Australopithèques. Alors, pour Tobias et Africanus, aujourd'hui, ce qui est plutôt envisagé, c'est que c'est plutôt des formes proches d'Afarensis ou même Afarensis lui-même que s'enracine cette lignée qui va mener aux Homo véritables après 2 millions d'années. Vous vous souvenez que la mandibule de Lady Guerrero, bien qu'elle ait des caractères particuliers du point de vue de la denture notamment, a aussi des caractères qui évoquent un peu Afarensis. Cette proximité entre les Australopithèques et puis les premiers représentants du genre Homo, elle a été rejouée, si je peux dire, à propos de divers fossiles. Alors très récemment, en 2010, avec la découverte de ces Australopithèques de Malapa, cet Australopithecus sediba, dans lequel Lieberger et ses collègues ont voulu voir un ancêtre possible du genre Homo. Alors, encore une fois, beaucoup considèrent Sediba comme une espèce de continuité évolutive d'Africanus, même si dans la denture, il y a des choses un peu particulières. Puis vous vous souvenez, dans le post-crânien, disons que le consensus, c'est plutôt que c'est de l'homoplasie, c'est-à-dire ce sont des caractères qui sentent l'humain, si je peux dire, mais qui sont acquis séparément par cette lignée-là. On a eu une discussion un petit peu du même genre avec Australopithecus gari, alors qui est plus ancien, qui vient d'Afrique de l'Est, de la Ouache, et Australopithecus gari a été proposé aussi comme un ancêtre possible du genre Homo. Je pense que l'argument principal qui a été utilisé, c'est un argument qui tient pas trop en fait à la morphologie crânienne et faciale de Gary, mais c'est plutôt les caractères des ossements postcrâniens qui ont été trouvés dans les mêmes niveaux. Et ces ossements postcrâniens présentent des proportions des membres qui sont des proportions beaucoup plus humaines que ce qu'on trouve chez les Australopithecus afarensis, par exemple, et évidemment chez les grands singes. Donc ces ossements de Boury, ils sont représentés ici au milieu de cette série, sont les l'humérus, radius cubitus et fémur qui se trouvent en position centrale. Et vous voyez que l'humérus est relativement court par rapport au fémur, et ça, c'est quelque chose qui est très différent de ce qu'on trouve chez Australopithecus afarensis. Alors, le problème de Gary, c'est que, premièrement, dans le fond, on n'est pas très sûr que ces ossements postcrâniens soient vraiment associés au crâne qui est à gauche. Alors, ils viennent du même endroit, ils viennent des mêmes niveaux, mais dans le fond, ce n'est pas un squelette en connexion qu'on a découvert. Et donc, il y a un certain nombre de gens qui, dans le fond, se demandent si c'est bien le squelette du crâne et si ce n'est pas autre chose, alors peut-être autre chose qui est lié au genre Homo, parce que le crâne, lui, il présente des caractères qui sont des caractères quand même qui évoquent les Australopithèques et qui font plus qu'évoquer les Australopithèques. Il évoque même ce crâne par
cette denture. Il évoque même les australopithèques robustes, avec ce développement très important de la denture post-canine. Alors, dans cette discussion sur comment, dans le fond, ces premiers représentants du genre Homo, alors quel que soit l'endroit où on veut mettre la limite entre les Homos véritables et les autres, mais maintenant on parle phylogénie, donc on parle de lignée. Il y a eu un pas, je pense, assez important qui a été franchi en 2015 avec un réexamen des fossiles d'Olduvai qui avaient servi de type, d'holotype, à la définition d'Homo habilis. Et en particulier, la mandibule qui a servi à définir ce qu'était Homo habilis. Alors, cette mandibule qui est représentée ici à gauche, elle était assez déformée. Dans le fond, on avait du mal à se rendre compte de la morphologie exacte, notamment de l'arcade dentaire. Et donc, il y a eu une tentative, enfin plus qu'une tentative, ça a été une tentative réussie de mon collègue Fred Spoor et de quelques autres de mes collègues de Leipzig pour proposer une reconstitution virtuelle de ce fossile qui est représenté ici à côté du fossile original. Et alors, dans le fond, ce que cette reconstitution a montré, c'est que cette arcade dentaire d'Homo habilis, elle était quand même très très curieuse parce que on a affaire à un fossile qui est relativement récent. On parle d'Homo habilis à 1,8 million, 1,7 million. Et en fait, cette arcade dentaire, elle a des caractères qui sont remarquablement primitifs. C'est une arcade qui est assez étroite, assez allongée. C'est très différent, par exemple, de l'arcade dentaire de ce palais que je vous ai montré tout à l'heure, qui vient de la phare, AL6661. Donc là, on n'a pas quelque chose qui est court, qui est parabolique. On a une arcade longue qui évoque les australopithèques et même des choses plus anciennes que ça. Et donc, ça, c'est quelque chose qui, dans le fond, même si la denture est quand même bien différente de celle des australopithèques, qui, dans le fond, éloigne un peu cette forme relativement tardive et qui est attribuée au genre Homo, qui l'éloigne de l'origine de l'homme actuel. Alors, l'autre chose que ces auteurs ont fait dans ce travail, c'est qu'ils ont fait aussi une reconstitution des pariétaux de cet Homo habilis d'Olduvai pour essayer d'évaluer la capacité crânienne de ce fossile qui avait servi à définir le genre. Alors, vous vous souvenez que cette capacité crânienne avait fait l'objet d'une véritable bagarre, puisque les auteurs disaient voilà, c'est un peu au-dessus de 600 cm3, donc on est loin des 750 du Rubicon cérébral de Kiss, mais quand même on se rapproche, donc on va appeler ça Homo. Et alors, ce qui est tout à fait intéressant dans cette nouvelle reconstitution d'OH7, c'est que les capacités crâniennes qui sont proposées maintenant pour ce fossile, qui sont représentées sur ce graphique en rouge, eh bien, ce sont des valeurs qui sont des valeurs nettement supérieures à celles de la publication originelle d'Homo habilis. On est avec des valeurs plutôt autour de 800 cm3, et donc des valeurs qui sont au-dessus du fameux Rubicon cérébral de Kiss. Et ce que montre aussi cette étude, c'est que quand on compare ces valeurs observées chez des formes qu'on attribue à Homo habilis avec d'autres formes anciennes du genre Homo, en particulier ces Homo rudolfensis comme 1470, ou des Homo erectus anciens, eh bien on voit que dans le fond, ce n'est pas la capacité crânienne qui sépare toutes ces formes, c'est-à-dire qu'en gros, elles ont toutes des valeurs
d'une part des valeurs variables et des valeurs qui varient entre 550 et puis 900 à peu près centimètres cubes, et qu'on va trouver à peu près ces valeurs indifféremment dans une espèce ou dans l'autre. Alors tout ça, évidemment, c'est quelque chose qui est à prendre en considération et qui, une fois de plus, nous éloigne beaucoup de cette idée qu'on a affaire à une sorte de série linéaire avec Homo habilis qui serait l'ancêtre d'Homo erectus, hein, avec une augmentation de la capacité cérébrale et puis des changements qui le rendent de plus en plus humain, entre guillemets. Et dans le fond, quand on prend en compte tous ces résultats, on aboutit à une image assez différente de cette origine du genre Homo. Alors si on part avec quelque chose qui émerge à partir d'Australopithecus afarensis et qui pourrait être cette mandibule de Lady Guerrero, eh bien, il faut bien imaginer que probablement dès avant 2,3 millions, on a une bifurcation qui va être à l'origine de ce qui va donner beaucoup plus tard Homo habilis. Donc Homo habilis serait une sorte de branche latérale qui acquiert des caractères qui pour certains, nous paraissent un peu humains, en particulier certains caractères dentaires, mais qui conservent beaucoup de caractères primitifs, les proportions corporelles notamment, peut-être des choses liées à la locomotion, et puis même avec le système masticateur, hein, cette arcade dentaire très allongée, assez primitive, assez australopithèque, si je peux dire, dans ses proportions, sinon dans la morphologie dentaire. Et puis on a plus tard, donc vers 2,3 millions, cette arcade dentaire, ce maxillaire AL 666-1, alors qui, lui, dans le fond, est beaucoup plus proche, bien que beaucoup plus ancien qu'Homo habilis d'Olduvai, hein, mais donc on est à 2,3 millions, mais morphologiquement, on est beaucoup plus proche de ce qu'on va trouver chez des Homo erectus ou même des Homo sapiens. Et puis, quelque part, par là, se brancherait peut-être cet Homo rudolfensis. Et donc, à partir de formes comme le fossile de la Ouache, eh bien, on irait vers Homo erectus et les représentants plus tardifs du genre Homo, dont l'espèce Homo sapiens à laquelle nous appartenons. Et avec, évidemment, toujours cette discussion pour savoir, dans cet arbre-là, où est-ce qu'il faut mettre la coupure pour faire démarrer les hommes véritables. Donc certains pensent que c'est uniquement cette branche de droite, hein, qui démarre avec Homo erectus, qui mérite le terme d'homme et la dénomination Homo. Alors pour terminer, je voudrais prendre quelques minutes pour évoquer une découverte tout à fait remarquable et importante qui nous éloigne beaucoup dans le temps de tous ces fossiles à 2 millions d'années ou au-delà. Mais vous allez voir qu'il est une découverte qui dans le fond, nous interpelle et nous oblige à nous poser encore des questions sur la façon dont s'est produite l'évolution du genre Homo. Il s'agit de la découverte d'une espèce qu'on a appelée Homo naledi. Alors cet Homo naledi a fait l'objet d'une publication en 2015 et puis ensuite d'autres publications en 2017. Alors c'est un ensemble de fossiles extrêmement riche, extrêmement spectaculaire, qui vient d'un site, enfin d'un ensemble d'un réseau karstique plus précisément, qui se trouve pas très loin de Johannesburg, qu'on a appelé le réseau Rising Star. Et dans ce réseau, on a découvert dans 2 chambres différentes, alors une chambre que l'on a appelée la chambre d'Inaledi et une chambre qui s'appelle Lesedi. Et dans ces 2 chambres, on a trouvé des centaines de restes osseux, comme c'est représenté sur l'image en bas à gauche. Ce sont des
des restes qui ont été pour la plupart découverts littéralement jonchant la surface du sol de ces cavités, ce qui rend d'ailleurs la datation de ce site très, très compliquée. Et ces fossiles posent vraiment de nombreuses questions. D'abord, on se demande comment ils sont arrivés là, parce que pour accéder à ces chambres où on a trouvé des fossiles, eh bien, aujourd'hui, il faut envoyer des gens extrêmement minces pour arriver à passer dans des chatières qui sont tout à fait inconfortables. Donc on se demande vraiment comment ces hominides ont pu atterrir là-bas. Il n'y a pratiquement pas autre chose comme reste que des restes d'hominines. Alors les découvreurs pensent qu'ils ont été amenés intentionnellement. Bon, je dois dire que ça pose un certain nombre de problèmes. D'abord parce qu'on se trouve très loin sous terre et il est difficile d'imaginer que ces hominines, sauf à disposer du feu, à disposer de comportements assez élaborés et puis être capables de pratiquer des rites funéraires, puisque c'est de ça qu'il s'agirait, aussi, je dirais, compliqué à mettre en œuvre. Donc évidemment, l'autre hypothèse, c'est qu'il y a eu une autre ouverture à cette cavité, peut-être plus praticable, et que c'est comme ça qu'on a cette accumulation. En tout cas, c'est pas une question facile à résoudre. Ensuite, il y a le problème de la datation. Alors la datation de ces restes, c'est une datation au départ qui a été proposée comme ça, un petit peu, je dirais, au pif, autour de 2 millions d'années. Alors vous allez voir pourquoi on a proposé cet âge de 2 millions d'années. C'est surtout à cause de la morphologie de ces fossiles. Et puis alors, par la suite, il y a eu des datations qui ont été faites dans le site, mais bon, ces datations ne sont pas faciles à mettre en œuvre. On a, comme vous voyez, des concrétions dans le site qui permettent d'encadrer un petit peu la date. Donc on est sûr que c'est plus vieux que 150 000, quelque chose comme ça. C'est plus récent, très certainement, que 8 ou 900 000. Alors maintenant, où exactement ça se place dans le temps? Les dates qui ont été proposées, qui sont alors des dates très très précises, sont fondées sur des datations par les méthodes de luminescence, mais qui sont des dates qui posent un petit peu problème, je dirais, et sont des dates autour de 300 000. Alors 300 000, c'est très récent, parce qu'il y a 300 000 ans, en Afrique, on avait déjà des formes d'hominines à grand cerveau, et en particulier les premiers représentants de notre propre espèce, Homo sapiens. Et donc on se demande un petit peu comment on peut avoir la cohabitation de ces Homo naledi, qui sont des créatures très curieuses. Ce sont des êtres d'abord de petite taille, 40, 50 kilos, 1m40, quelque chose comme ça, avec un squelette crânien tout à fait étonnant. On a une capacité crânienne autour de 500 cm3, c'est-à-dire on est avec une valeur de la taille du cerveau comparable à celle d'Australopithèque. Donc c'est justement ça qui a vraiment soulevé beaucoup de discussions, c'est-à-dire on a dit mais comment ces créatures avec un cerveau gros comme un pamplemousse ont pu aller là-bas au fond de ces grottes pratiquer des rites funéraires un peu bizarres. Donc je dois dire que ça n'a pas convaincu grand monde. On a un squelette, facial qui est très, très projeté en avant. En même temps, on a des dents qui sont relativement petites et qui aussi présentent des caractères primitifs. Il y a certains caractères, en particulier des caractères du joint émail-dentine, qui évoquent carrément des choses qu'on observe chez des australopithèques. Et puis, dans le squelette postcrânien, là encore, une mosaïque de caractères
vraiment surprenantes. Le pied que vous voyez figuré ici en bas, c'est un pied qui est très humain. Alors c'est petit, évidemment, puisqu'on a affaire à un être de petite taille. Mais on a affaire à un bipède avec des jambes assez longues et un pied très très humain. Mais en même temps, vous voyez que la main de cet Homo naledi, c'est une main qui a conservé ou qui a acquis ces phalanges très courbées qu'on trouvait chez les australopithèques. Et donc on a un peu de mal à imaginer comment, il y a 300 000 ans, on peut avoir une créature qui a conservé autant de caractères primitifs, tout en ayant en même temps des caractères assez évolués qui la rapprochent des hommes véritables. Alors, d'abord, il y a des questions sur l'âge véritable de ce fossile. Ensuite, je pense que l'idée que la plupart de mes collègues ont, c'est que c'est probablement une sorte d'isolat d'une forme primitive du genre Homo, quelque chose comme un Homo erectus ancien, on va dire ça comme ça, qui aurait évolué localement dans une niche écologique extrêmement particulière. C'est une espèce d'okapi au milieu du monde des girafes, qui il n'est connu pour l'instant que dans ces sites du réseau de Rising Star. On n'a pas trouvé d'Homo naledi très convaincant ailleurs en Afrique pour l'instant. Mais je trouve que, je voulais évoquer ces fossiles pour terminer, parce que vous voyez que, alors, quel que soit l'âge d'Homo naledi, on a ces caractères primitifs qui apparaissent très très tardivement, et toute la question c'est de savoir est-ce qu'ils réapparaissent ou est-ce qu'ils se sont conservés dans des lignées pendant très très longtemps. Et dans le fond, la leçon à tirer de cette exploration des racines du genre Homo et aussi d'Homo naledi, c'est que je pense qu'encore une fois, il faut remettre en cause cette image qui nous attire irrésistiblement et qui est celle d'une apparition un peu adamique d'hommes véritables à un moment précis du passé, avec une nette coupure, et c'est ce qui transparaît dans cette reconstitution d'Homo habilis qui est due à un célèbre artiste américain qui s'appelle Jay Maternes, qui a fait de magnifiques dessins d'hominines de différentes époques. Mais vous voyez quand même que cette reconstitution d'Homo habilis de Jay Maternes est peut-être très très loin de la réalité d'Homo habilis. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit à propos des proportions corporelles ou de la locomotion et même de l'alimentation d'Homo habilis. Donc on a en fait une limite assez floue du genre Homo. On n'a pas comme ça un moment magique où on pourrait dire voilà, maintenant on a les Homos et avant c'était autre chose, parce que même chez Homo ergaster, enfin les Homo erectus, qu'on promeut parfois comme les hommes véritables qui s'opposent à ce qui a précédé, même chez eux, on va trouver des caractères, par exemple, dans le développement ontogénique, dans le rythme de croissance, qui sont des caractères, dans le fond, qui les éloignent quand même beaucoup des hommes actuels. Et puis l'autre leçon à tirer, c'est, dans le fond, l'importance de l'homoplasie, c'est-à-dire le développement, et c'est probablement ce qui se passe avec ces espèces différentes du genre Homo qu'on voit évoluer en parallèle entre 2,3 millions et 1,8 million ou quelque chose comme ça, c'est-à-dire l'acquisition séparée de caractères identiques par des formes qui sont soumises aux mêmes pressions de sélection ou qui s'adaptent à des niches écologiques qui ne sont peut-être pas identiques, mais qui sont proches les unes des autres. Et cette homoplasie, dans le fond, c'est le poison des paléoanthropologues qui veulent faire de la phylogénie, parce que dans toutes les analyses phylogénétiques, et en particulier dans les analyses cladistiques que l'on essaie de faire, eh bien, ces caractères nous empoisonnent, si je peux dire, et nous empêchent, dans le fond, de discerner une histoire simple, une histoire claire que l'on pourrait raconter.
Donc voilà, je vous quitte sur cette idée de complexité et aussi sur l'ouverture vers les recherches à venir qui vont, je n'en doute pas, apporter de l'eau au moulin de toute cette discussion et peut-être un jour apporter des réponses à ces questions qui nous tenaillent sur l'origine des hommes véritables. Merci.